Mes parents ont oublié de raccrocher, et je l'ai entendu dire à ma sœur, vivre avec elle est un cauchemar, mais on reste uniquement pour son argent. Ma sœur a éclaté de rire à la seconde où ils ont fini de parler. Je m'appelle Apolline, j'ai 32 ans. De l'extérieur, ma vie semblait être la définition même de la réussite, une carrière florissante en tant qu'ingénieur en informatique dans la vibrante ville de Lyon, un salaire qui me mettait à l'abri du besoin, et surtout, une grande et belle maison en banlieue, dont les murs abritaient non seulement mes rêves, mais aussi toute ma famille. C'était ma plus grande fierté. Mais un soir d'automne ordinaire, alors que la pluie fine crépitait doucement contre les fenêtres, le silence confortable de cette maison a été brisé par la plus cruelle des révélations. J'avais oublié de raccrocher après un appel téléphonique anodin avec mes parents, et leurs voix, soudainement dépourvues de tout filtre affectueux, me sont parvenues. J'ai entendu ma propre mère dire que vivre avec moi était un cauchemar, qu'il ne restait que pour mon argent. Puis, le rire perçant de ma sœur a éclaté, un son cristallin et moqueur qui a scellé leur trahison. Ce n'était pas une simple conversation. C'était un tremblement de terre qui a rasé les fondations de mon existence. Avant que je vous plonge dans les détails sordides de cette histoire, dans cette lente et douloureuse descente aux enfers et la bataille que j'ai dû mener pour ma survie financière, mentale et émotionnelle, j'aimerais prendre un instant pour nous connecter. Je suis curieuse de savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quelle région ou de quel pays vous suivez mon récit, et quelle heure il est chez vous. C'est une pensée réconfortante de savoir que, malgré l'isolement que j'ai ressenti, nous sommes en fait des milliers à partager cet instant. Maintenant, permettez-moi de vous transporter à ce soir fatidique. La journée avait été exigeante, une succession de réunions virtuelles et de lignes de code complexes qui me laissaient mentalement épuisé. Mon bureau, que j'avais aménagé avec soin dans une des plus grandes chambres à l'étage, était mon refuge. Les murs étaient tapissés de mes diplômes et de photos de projets réussis. C'était la preuve tangible que mes années de sacrifice, les nuits blanches passées à étudier, avaient porté leurs fruits. Une réussite que je croyais, dans ma grande naïveté, partager de bon cœur. Il y a 3 ans, le décès de mon grand-père m'avait laissé avec un héritage conséquent. Loin de le voir comme une aubaine personnelle, j'y avais vu une opportunité. L'opportunité d'offrir à mes parents, Didier et Martine, la retraite anticipée dont ils rêvaient, loin des soucis financiers. L'opportunité d'offrir à ma sœur aînée, Constance, un havre de paix où elle pourrait enfin, après d'innombrables tentatives infructueuses, lancer sa carrière artistique. Je payais tout, absolument tout. L'hypothèque, les factures d'eau et d'électricité, les impôts fonciers, les courses hebdomadaires chez le traiteur, les vacances au ski en hiver et au bord de la mer en été. Je le faisais par amour, par un sens du devoir profondément ancré en moi, persuadé que c'était le rôle d'une famille, se soutenir mutuellement. Ce soir-là, l'appel était banal. J'avais téléphoné dans le salon depuis mon bureau, simplement pour leur demander leur préférence pour le dîner. La voix de ma mère, mielleuse et douce, avait répondu « Oh, ne te dérange pas ma chérie, on se débrouillera. » J'avais raccroché, ou du moins, je le pensais. Distraite par une notification de travail, j'avais simplement posé mon téléphone sur le bureau, l'appel toujours en cours. Le silence s'était fait pendant quelques minutes, puis leur voix avait repris, transformée. Elle ne se doute toujours de rien, a demandé Constance, sa voix empreinte d'une impatience à peine voilée. La voix de mon père, habituellement si chaleureuse, était devenue plate, lasse. Pas le moins du monde. Elle est bien trop absorbée par son rôle de sauveuse pour voir ce qui se passe sous son nez. Puis, la phrase de ma mère, Martine, a frappé comme un poignard en plein cœur. Vivre avec elle est un cauchemar, mais on reste uniquement pour son argent. Sois patiente, ma puce. Un cauchemar. Le mot a explosé dans le silence de mon bureau. Moi? Un cauchemar? Moi qui travaillais 60 heures par semaine pour qu'il n'ait à se soucier de rien? Avant même que je puisse reprendre mon souffle, le rire de Constance a fusé. Un rire aigu, triomphant, le rire de quelqu'un qui savoure une victoire secrète. Encore un peu de patience, a-t-elle gloussé. Bientôt, on n'aura plus à faire semblant. Le sang s'est retiré de mon visage. L'air est devenu rare, mes poumons semblaient refuser de fonctionner. J'ai agrippé mon bureau, mes doigts s'enfonçant dans le bois.
Chaque battement de mon cœur résonnait dans mes tempes comme un tambour funèbre. La pièce tanguait. Ce n'était pas de la colère, pas encore. C'était une implosion. Une douleur si profonde qu'elle annulait toute autre sensation. Ma famille. Mon père, ma mère, ma sœur. Ils ne me voyaient pas. Ils voyaient un chéquier, une source de revenus, un obstacle pratique à leur confort. J'ai finalement trouvé la force d'appuyer sur le bouton rouge. L'appel s'est terminé. Mais ce n'était pas le rire de ma sœur qui me glaçait le plus. C'étaient ces mots, bientôt, on n'aura plus à faire semblant. Faire semblant de quoi? Quel était leur plan? Qu'est-ce qu'ils préparaient dans mon dos, sous mon propre toit? La nuit allait être longue, et la vérité, bien plus sombre que je ne pouvais l'imaginer. Le sommeil ne m'a pas visité cette nuit-là. J'étais assise dans le noir, rejoint la scène en boucle, chaque mot s'imprimant au fer rouge dans ma mémoire. Une partie de moi voulait hurler, descendre et les confronter. Mais une autre partie, plus froide, plus calculatrice, a pris le dessus. La partie ingénieure en moi. Un problème ne se résout pas par l'émotion, mais par l'analyse et la collecte de données. J'ai donc pris une décision, j'allais devenir une actrice dans ma propre vie. Le lendemain matin, je me suis levée, j'ai pris une douche et je suis descendue avec le masque de l'ignorance paisible vissé sur mon visage. La cuisine sentait le café fraîchement moulu, une routine que j'avais instaurée et que j'exécutais maintenant mécaniquement. Mon père était déjà là, plongé dans le Figaro, section économie. Il a levé les yeux une fraction de seconde. Bonjour, a-t-il marmonné avant de se replonger dans sa lecture. J'ai observé ses doigts, habituellement calmes, qui tapaient un rythme nerveux sur la table en marbre. Il ne lisait pas, il cherchait quelque chose. Des informations. Sur les marchés? Sur les investissements? Ma mère est entrée, rayonnante. Trop rayonnante. Bonjour ma chérie. Bien dormi? Son sourire était large, mais il n'atteignait pas ses yeux. Ses yeux étaient fuyants, balayant la pièce comme pour s'assurer que tout était en ordre, que le décor n'avait pas changé. Elle s'est affairée, a sorti le beurre, la confiture, une tornade d'activités futiles pour masquer une tension palpable. J'ai pensé qu'on pourrait aller faire un peu de shopping aujourd'hui, qu'en dis-tu? Il y a une vente privée chez Printemps. Son enthousiasme sonnait faux, comme une note discordante dans une symphonie. Constance est arrivée en dernier, les cheveux en bataille, bâillant à s'en décrocher la mâchoire. Elle a à peine grogné en guise de salutation avant de se servir une grande tasse de café noir. Elle s'est affalée sur une chaise, son téléphone déjà à la main. Je me suis penchée pour prendre le sucre et j'ai aperçu son écran. Elle ne regardait pas des villas de luxe aujourd'hui. Elle était sur le site d'un concessionnaire automobile, configurant une voiture de sport allemande. Une voiture qui coûtait l'équivalent de mon salaire annuel. J'ai senti une vague de dégoût monter en moi, mais je l'ai ravalée avec mon café. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert une application de notes sécurisée, protégée par un mot de passe. J'ai créé un nouveau fichier, projet chimère. Et j'ai commencé à écrire. Sujet A, père, prétend être détaché des questions d'argent, mais surveille les marchés financiers. Anxiété palpable. Sujet B, mère, dissimule la nervosité par une hyperactivité et une fausse gaieté. Propose des dépenses importantes pour tester ma réaction. Sujet C, sœur, affiche un mépris total pour la réalité financière. Ambition démesurée et sentiment que tout lui est dû. Puis, j'ai commencé à faire ce que j'ai appelé l'inventaire de mon musée des faux souvenirs. Je me suis forcée à revisiter des moments que je chérissais, mais en les passant au crible de la conversation de la veille. Le souvenir de mon 25e anniversaire. Mes parents m'avaient offert un simple pendentif. Mais mon père avait fait un discours émouvant. Nous n'avons pas beaucoup à t'offrir, Apolline, mais tu as un don. Ton intelligence est ta fortune. Ne l'oublie jamais. À l'époque, j'avais pleuré d'émotion. Aujourd'hui, je comprenais. Ce n'était pas un encouragement. C'était une instruction. Une directive pour que je continue à produire, à être la source de revenus de la famille. Un autre souvenir. Il y a 2 ans, Constance avait eu une crise existentielle.
Elle voulait tout plaquer pour faire un stage de 6 mois de poterie à Bali. Un caprice qui coûtait une fortune. J'avais hésité. Ma mère m'avait prise à part. Ta sœur est une artiste, une âme sensible. Toi, tu es forte, tu as les pieds sur terre. Si tu ne l'aides pas, qui le fera? C'est ton devoir. J'avais cédé. J'avais payé le stage, le billet d'avion, le logement. Constance était revenue au bout de 3 semaines, se plaignant que l'inspiration n'y était pas. L'argent était perdu. Mais à l'époque, j'avais cru faire mon devoir. Maintenant, je voyais la manipulation. Ils avaient défini nos rôles depuis des années, Constance l'artiste fragile qu'il fallait soutenir, et moi, la bête de somme solide et fiable. Dites-moi, vous est-il déjà arrivé de regarder un souvenir heureux et de réaliser soudainement qu'il était basé sur un mensonge? C'est une douleur particulière, n'est-ce pas? Partagez vos expériences dans les commentaires. C'est comme découvrir qu'un tableau que vous admirez depuis des années est en fait une contrefaçon. La beauté que vous y voyez disparaît, remplacée par le sentiment amer de vous être fait berner. Chaque souvenir réexaminé était une nouvelle fissure dans les murs de mon déni. J'ai ajouté une dernière note avant de verrouiller mon téléphone. Leur stratégie est basée sur une narration qu'ils ont construite et entretenue depuis mon enfance. Pour les démasquer, je ne dois pas seulement trouver des preuves financières, je dois déconstruire leur histoire. Mais l'histoire qu'ils étaient en train d'écrire pour mon futur était bien pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Les jours suivants, j'ai vécu une double vie. Le jour, j'étais Apolline l'ingénieure, concentrée sur ses projets, participant à des réunions, souriante avec ses collègues. La nuit, je devenais Apolline la détective, la chasseuse de preuves. Mon bureau, autrefois un lieu de création, s'était transformé en quartier général d'une enquête clandestine. Mon arme principale, mon ordinateur. Ma cible, la vérité, aussi laide soit-elle. J'ai décidé d'appliquer une méthodologie rigoureuse, comme pour un projet informatique. Phase 1, audit des flux financiers. J'ai commencé par télécharger l'intégralité de mes relevés bancaires sur les 3 dernières années, depuis l'achat de la maison. Des centaines de pages de chiffres. J'ai importé le tout dans un tableur, créant des catégories, des codes couleurs. Je me sentais presque ridicule, à analyser les finances de ma propre famille comme s'il s'agissait d'une entreprise frauduleuse. Mais plus je creusais, moins je me sentais ridicule. J'ai d'abord examiné le compte joint, celui destiné aux dépenses courantes. La première anomalie qui m'a sauté aux yeux était le virement mensuel de 2 000 € à Constance. Je l'ai tracé. Il n'était pas libellé « allocation » ou « aide ». Il était libellé « remboursement prêt ». Quel prêt? Je ne lui avais jamais officiellement prêté d'argent. C'était donc une façade, une manière de donner une apparence légitime à ce qui n'était rien d'autre qu'un salaire déguisé. Sur 2 ans, cela représentait 48 000 €. Déjà, le chiffre me donnait le vertige. J'ai ensuite analysé les dépenses par carte. C'était un gouffre. Des centaines, voire des milliers d'euros chaque mois dans des restaurants de luxe, des spas, des boutiques de vêtements. J'ai reconnu les noms de certains restaurants où mes parents m'avaient dit être allés pour leur petit plaisir mensuel. Mais les dates ne correspondaient pas. Ils y allaient bien plus souvent. Et les additions étaient astronomiques. Un soir, en fouillant dans le sac de ma mère pour y prendre un stylo, j'ai trouvé une carte de fidélité d'un grand magasin. Je l'ai regardée plus tard. Les points accumulés correspondaient à des dizaines de milliers d'euros de dépenses sur la dernière année. Des dépenses faites avec ma carte, mais pour leur unique plaisir. La véritable onde de choc est venue lorsque j'ai examiné les virements depuis mon compte d'épargne principal, celui où reposait mon héritage. Je ne le consultais que rarement, le considérant comme un filet de sécurité pour l'avenir. J'y ai découvert une série de virements importants, espacés de quelques mois. 10 000 € par-ci, 15 000 € par-là. Les libellés étaient vagues, projet C, investissement art, avance frais. C'est, comme Constance, bien sûr. J'ai fait le total. En 18 mois, plus de 50 000 € avaient été siphonnés de mes économies pour financer ces projets. Des projets qui n'avaient jamais vu le jour, qui n'avaient jamais produit le moindre centime. Je finançais une illusion, un mensonge.
J'ai senti une colère froide monter en moi. Ce n'était plus de l'inconscience de leur part. C'était un système organisé de pillage. Ils me vidaient méthodiquement, comme des termites dévorant une maison de l'intérieur, en silence, jusqu'à ce que tout s'effondre. Et puis, au milieu de cette litanie de dépenses et de virements, j'ai trouvé la ligne. Celle qui a tout changé. Un paiement unique, il y a 6 mois. 1500 €. Un virement SEPA. Le bénéficiaire, cabinet d'avocats Bernard et Associés. J'ai immédiatement cherché le nom sur Internet. Leur site web était élégant, professionnel. Leur slogan, protégez votre patrimoine, sécurisez votre avenir. Leur spécialité était listée, droit des successions, optimisation fiscale, et droit de la famille et des personnes vulnérables. Le sang s'est retiré de mes joues. Personnes vulnérables. Mise sous tutelle. Curatelle. Les mots clignotaient sur l'écran comme des néons d'alarme. C'est un moment charnière dans mon histoire. Le moment où la tristesse commence à laisser place à la fureur. J'aimerais vous poser une question. Si vous étiez à ma place, à ce moment précis, en découvrant l'ampleur de la manipulation financière et le paiement à un avocat, quelle aurait été votre première réaction? Auriez-vous confronté votre famille immédiatement, ou auriez-vous continué à chercher des preuves? Dites-le moi dans les commentaires, je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous auriez fait face à une telle trahison. Un avocat spécialisé en droit de la famille? Pourquoi? La seule explication possible tourbillonnait dans ma tête, si monstrueuse que j'osais à peine y penser. Il ne se préparait pas à me demander plus d'argent. Il se préparait à tout prendre. La découverte du paiement à l'avocat a été un électrochoc. Je savais que je devais agir vite, mais je devais aussi être prudente. Une confrontation directe sans toutes les cartes en main serait désastreuse. Ils nieraient, me traiteraient de folle, et cela ne ferait que renforcer leur dossier contre moi. J'avais besoin de trouver la preuve ultime, le smoking gun. Et je savais instinctivement où chercher, le bureau de mon père. C'était son sanctuaire, un territoire interdit où il gardait ses papiers importants. J'ai attendu le milieu de la semaine, un après-midi où je savais que la maison serait vide pendant plusieurs heures. J'ai posé une demi-journée de congé, prétextant une migraine foudroyante. Le silence dans la maison était pesant lorsque je me suis approchée de la porte de son bureau. J'ai tourné la poignée, le cœur battant à tout rompre. Elle était fermée à clé. Bien sûr. Il n'avait jamais fermé cette porte à clé auparavant. C'était la confirmation que quelque chose était caché à l'intérieur. J'ai senti une montée d'adrénaline. Plutôt que de paniquer, mon esprit d'ingénieur a pris le dessus. Une serrure simple n'allait pas m'arrêter. Je suis allé chercher ma boîte à outils, j'ai pris une carte de fidélité rigide et un trombone. En quelques minutes de concentration intense, j'ai réussi à faire jouer le pen. La porte s'est ouverte dans un léger déclic. L'intérieur était impeccable. J'ai scanné la pièce, cherchant quelque chose qui n'était pas à sa place. Mon regard s'est posé sur une vieille mallette en cuir brun, cachée sous le bureau. Une mallette que je ne lui avais pas vue utiliser depuis des années. Je l'ai sortie. Elle était fermée par une serrure à combinaison à 4 chiffres. J'ai commencé à essayer les combinaisons évidentes, sa date de naissance, celle de ma mère, notre ancienne adresse. Rien. J'ai réfléchi. Quelque chose d'important pour lui, quelque chose qu'il ne voudrait pas oublier. Puis ça m'a frappé. La date de naissance de Constance. 1988, j'ai tourné les molettes. Clic, la serrure s'est ouverte. Le fait qu'il ait choisi la date de naissance de ma sœur comme code secret était une blessure de plus. J'ai soulevé le couvercle. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. À l'intérieur, un unique dossier suspendu, neuf. L'étiquette, parfaitement dactylographiée, portait mon nom, dossier Apolline D. Mes mains tremblaient si fort que j'ai eu du mal à sortir les documents. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur a dépassé mes pires cauchemars. C'était un dossier méthodique, clinique, préparé pour me détruire. La première section contenait des impressions de mes propres emails et SMS. Des messages envoyés à ma mère, dans lesquels je me confiais sur le stress de mon travail, ma solitude parfois. Chaque phrase était surlignée, annotée dans la marge.
Signe de dépression, instabilité émotionnelle. Ils avaient transformé mes confidences en armes contre moi. La deuxième section était une série de témoignages. Une lettre manuscrite de ma mère, décrivant avec un luxe de détails larmoyant comment elle s'inquiétait pour ma santé mentale. Et puis, une déclaration dactylographiée de Constance. Sur plusieurs pages, elle décrivait mes sautes d'humeur imprévisibles, mes dépenses irréfléchies, l'achat de la maison était cité en exemple, et affirmait même que j'avais des trous de mémoire. C'était un tissu de mensonges, une fiction conçue pour me dépeindre comme une personne incapable et dangereuse pour elle-même. Enfin, la dernière section. La plus terrible. C'était une liasse de documents du cabinet d'avocats Bernard et Associés. Il y avait des conseils sur la manière de recueillir des preuves, des exemples de jurisprudence. Et au milieu, le projet final. Une requête officielle à déposer auprès du juge des tutelles. Elle demandait ma mise sous tutelle renforcée, arguant de l'altération de mes facultés mentales et corporelles de nature à empêcher l'expression de ma volonté. Il demandait que mon père, Didier D., soit nommé tuteur, lui donnant un contrôle total sur mon patrimoine, mes revenus, et même mes décisions médicales. Je me suis effondré sur le sol, les documents éparpillés autour de moi. Je suffoquais. Ce n'était pas une simple question d'argent. C'était une tentative d'assassinat de mon identité. Il voulait me voler mon autonomie, ma volonté, mon essence même. Il voulait faire de moi une coquille vide, une marionnette dont il tiendrait les ficelles financières. Une rage froide, pure, a alors balayé le chagrin. Ils avaient fait une erreur fatale. Ils m'avaient sous-estimé. Ils pensaient que j'étais une victime émotive. Ils avaient oublié que j'étais avant tout une femme logique et méthodique. J'ai sorti mon téléphone. Calmement, j'ai photographié chaque page, chaque signature, chaque mensonge. Je tenais la preuve de leur trahison ultime dans mes mains tremblantes. Ils ne voulaient pas seulement mon argent. Ils voulaient mon identité, ma liberté. Le jeu venait de changer. Et j'allais écrire les nouvelles règles. Après avoir tout photographié, j'ai méticuleusement remis chaque document à sa place, refermé la mallette, les verrouillé avec le code 1988, et les replacé sous le bureau. J'ai même pris soin de refermer la porte à clé en sortant. Aucune trace. Mais à l'intérieur, le chaos avait fait place à une clarté glaciale. La phase d'enquête était terminée. La phase de contre-offensive commençait. J'ai passé le reste de l'après-midi à poser les premières pierres de ma forteresse. Ma première action a été de protéger mes finances. J'ai conduit jusqu'au centre de Lyon, non pas vers ma banque, mais vers une agence concurrente où je n'avais aucun historique. J'ai demandé un rendez-vous avec le directeur. Dans son bureau feutré, j'ai exposé une version édulcorée mais efficace de la situation. Je suis au milieu d'un conflit familial très grave impliquant des menaces sur mon patrimoine. J'ai besoin de mettre mes actifs à l'abri, immédiatement. L'homme a vu l'urgence et le sérieux dans mes yeux. En moins de 3 heures, nous avons mis en place un plan de bataille. J'ai ouvert un nouveau compte courant et plusieurs comptes d'épargne, tous à mon nom unique et domiciliés dans cette nouvelle agence. Puis, le coup de maître, nous avons utilisé la majorité de mon héritage pour souscrire à un contrat d'assurance vie. Il m'a expliqué que les fonds placés dans une assurance vie sont considérés comme hors succession et sont extrêmement difficiles à saisir, même par un tuteur. C'était la muraille principale de ma forteresse financière. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans une petite boutique de téléphonie et j'ai acheté un téléphone basique et une carte SIM prépayée. Ce serait désormais mon unique point de contact pour les affaires sensibles. Une fois à la maison, j'ai entamé la construction de ma forteresse numérique. Je me suis assise devant mon ordinateur, méthodiquement, j'ai changé absolument tous mes mots de passe, banque, email, réseaux sociaux, impôts. J'ai utilisé un générateur pour créer des mots de passe de 20 caractères, un mélange de lettres, de chiffres et de symboles, impossible à deviner. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs partout où c'était possible, en la liant à mon nouveau numéro de téléphone secret. J'ai révoqué tous les accès et toutes les procurations que j'avais pu donner à mes parents sur n'importe quel compte. En quelques heures, j'avais érigé une barrière numérique infranchissable. Enfin, la dernière pierre, l'allié humain. Je savais que je ne pouvais pas faire ça seule.
J'ai appelé mon amie de longue date, Manon. Nous nous sommes retrouvés dans un petit bar à vin, loin de mon quartier. J'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai fait défiler les photos du dossier. Elle a regardé, en silence, son visage passant de l'incompréhension à la colère pure. Les salauds, a-t-elle sifflé. Les salauds finis. Elle n'a pas essayé de me réconforter. Elle est passée en mode action. Tu ne vas pas affronter ça avec un avocat de quartier. Tu as besoin d'un requin. J'en connais un. Il s'appelle Maître Bernard. Il est cher, il est cassant, mais il n'a jamais perdu un cas comme le tien. Le soir même, j'étais assise dans le bureau lambrissé de Maître Bernard. C'était un homme d'une 50aine d'années, au regard d'acier. Il a écouté mon histoire sans m'interrompre, en prenant des notes. J'ai fait défiler les photos. Il a regardé chaque document avec une attention intense. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux pendant une bonne minute. Puis, un sourire presque imperceptible a étiré le coin de ses lèvres. Mademoiselle D, a-t-il dit, sa voix grave et précise. Félicitations. En photographiant ces documents, vous avez transformé un drame familial sordide en un cas d'école de tentative d'abus de faiblesse et d'escroquerie. Votre famille a commis une erreur monumentale. Il m'a donné des instructions claires. À partir de maintenant, vous ne dites plus rien. Vous ne montrez rien. Vous attendez. Ils vont bientôt se rendre compte que les robinets sont fermés. Ils vont paniquer. Et ils vont faire une erreur. C'est à ce moment-là que nous frapperons. Je suis sortie de son bureau épuisée, mais avec un sentiment de puissance que je n'avais jamais ressenti. J'avais un plan. J'avais des remparts. J'avais un allié redoutable. Le lendemain matin, j'étais dans la cuisine quand j'ai entendu ma mère au téléphone avec Constance. J'ai essayé de faire le virement pour ton loyer, mais ça ne passe pas. La banque dit que le compte est bloqué. Un long silence. Puis sa voix est montée d'une octave. Qu'est-ce que tu veux dire, la carte est refusée? Le premier mur de ma forteresse venait de tenir bon. Le week-end a été d'une tension psychologique insoutenable. Le blocage des comptes avait jeté un froid polaire dans la maison. Il savait que quelque chose avait changé, mais il ne savait pas à quel point j'étais au courant. Ils ont essayé de m'approcher, un par un, avec des tactiques différentes. Ma mère a tenté la carte de l'inquiétude feinte. Ma chérie, j'ai l'impression que tu es si distante ces derniers temps. Tout va bien au travail? Mon père a essayé la camaraderie masculine. Apolline, si tu as des soucis d'argent, il faut nous le dire, on est une famille. Constance, elle, a choisi le mépris. J'espère que tu vas vite régler ce problème avec la banque, j'ai des factures à payer. À chaque tentative, je répondais par des phrases neutres et évasives. Tout va bien, merci. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je m'en occupe. Mon calme les déstabilisait. Ils s'attendaient à des larmes, à une crise de nerfs. Ils ne s'attendaient pas à ce mur de sérénité. Le point de rupture a été atteint le dimanche soir, lors de notre dîner hebdomadaire. C'était une mascarade grotesque. Nous étions assis en silence, la nourriture se refroidissant dans nos assiettes. Finalement, mon père a posé ses couverts avec un bruit sec. Bon, ça suffit. Apolline, il se passe quoi? C'est quoi cette histoire avec les comptes? C'était le moment que Maître Bernard m'avait dit d'attendre. Le moment où leur frustration dépasserait leur prudence. J'ai lentement essuyé mes lèvres avec ma serviette. J'ai sorti de mon sac le petit enregistreur vocal que j'avais acheté. Je l'ai posé au centre de la table et j'ai activé l'enregistrement. Le minuscule voyant rouge a brillé dans la pénombre. Je suis contente que tu poses la question, papa. Je pense qu'il est temps d'avoir une conversation honnête. Et pour être sûr que personne n'oublie ce qui a été dit, nous allons l'enregistrer. Leurs visages se sont figés. Ils se sont regardés, paniqués. Mais, pourquoi faire ça? C'est ridicule, a bafouillé ma mère. Je ne trouve pas, ai-je répondu, ma voix stable malgré les battements de mon cœur. Commençons par une conversation que vous avez eue lundi dernier, quand vous pensiez que j'avais raccroché. J'ai sorti mon téléphone, j'ai lancé le fichier audio. Leurs propres voix ont empli la salle à manger, crue,
méprisante. Vivre avec elle est un cauchemar, on reste uniquement pour son argent, bientôt, on n'aura plus à faire semblant. Leurs visages sont passés du blanc au rouge. Ce n'est pas ce que ça semble être, a tenté mon père. On était fatigués, on a dit n'importe quoi. Vraiment, ai-je continué, imperturbable. Alors parlons de ça. J'ai sorti une liasse de papier de mon sac. C'étaient les relevés bancaires. J'ai commencé à les énumérer, calmement, ligne par ligne. Le virement mensuel de 2000 € à Constance, libellé, remboursement prêt. Le dîner à 400 € dans ce restaurant où je ne suis jamais allé. Les 15 000 € pour un projet artistique qui n'a jamais existé. Voulez-vous que je continue? Constance a explosé. Tu nous as espionnés. C'est dégoûtant. Non, Constance. J'ai simplement regardé où passait mon argent. L'argent que je gagne en travaillant pendant que tu configures des voitures de sport sur Internet. Ma mère a commencé à pleurer. Des larmes de crocodile. Comment peux-tu être si cruel? Nous sommes ta famille. C'est la question que je me pose, ai-je dit, ma voix se chargeant enfin d'une émotion froide. Comment une famille peut-elle faire ça? J'ai sorti la dernière pièce. Une copie de la première page de leur projet de mise sous tutelle. Je l'ai posée sur la table. Comment une famille peut-elle comploter pour faire interner sa propre fille afin de lui voler son héritage? Le silence qui a suivi était total. C'était le silence de la défaite. Le silence de ceux qui sont démasqués, sans aucune issue possible. J'ai vu la haine pure dans les yeux de Constance, la panique dans ceux de ma mère, et quelque chose de pire dans ceux de mon père, la honte. La honte d'avoir été pris. Pas le remords d'avoir agi. Leur masque était tombé. Il n'y avait plus de famille à cette table, seulement des prédateurs et leurs proies qui refusaient de l'être. J'ai éteint l'enregistreur, me suis levée, et ma voix n'a pas tremblé quand j'ai prononcé la sentence. Vous avez 24 heures pour faire vos valises et quitter ma maison. Je pensais naïvement que la confrontation et la preuve irréfutable de leur complot les feraient fuir, la queue entre les jambes. J'avais tort. Leur audace était sans limite. Les 24 heures de mon ultimatum se sont écoulées. Personne n'a fait une seule valise. Au lieu de partir, ils ont changé de stratégie. Ils ont décidé de m'assiéger de l'intérieur, transformant ma maison en un champ de bataille psychologique. Leur but n'était plus de me voler discrètement, mais de me pousser à bout, de me faire craquer pour que je devienne réellement la personne instable qu'ils décrivaient dans leur dossier. La maison est devenue un territoire hostile. Ils ont cessé de me parler, mais ils ont commencé à communiquer par des actes. La guerre d'usure a commencé. Ma mère est devenue une martyre professionnelle. Elle soupirait bruyamment chaque fois que j'entrais dans une pièce. Je l'entendais au téléphone avec des tantes et des cousines, sa voix pleine de sanglots, racontant que j'étais malade, que j'avais besoin d'aide, que son cœur de mère était brisé. Elle tissait une toile de mensonges, m'isolant du reste de la famille, me peignant comme le monstre. Mon père a joué une carte plus subtile, mais tout aussi perverse. Il a commencé à me traiter comme si j'étais effectivement diminuée. Il me parlait lentement, avec des mots simples, comme à une enfant. Tu es sûre que tu as bien éteint le gaz, Apolline? Tu oublies des choses, ces derniers temps. Il déplaçait mes affaires, mes clés, mon portefeuille puis me regardait les chercher avec un air de fausse pitié. Tu vois, tu perds la tête. Nous nous inquiétons pour toi. C'était une torture mentale, une tentative de me faire douter de ma propre santé d'esprit. Constance, fidèle à elle-même, a opté pour la confrontation directe et le sabotage. Un matin, ma tasse de café préférée a glissé de ses mains et s'est brisée en 1000 morceaux sur le carrelage. Un autre jour, le fichier sur lequel je travaillais toute la nuit a été accidentellement effacé de l'ordinateur familial. Elle me bousculait dans le couloir, me lançait des regards noirs, laissait des commentaires insultants sur mes photos sur les réseaux sociaux via de faux profils. Elle voulait une réaction violente de ma part. Elle voulait que je la frappe, que je hurle, que je lui donne des munitions pour leur dossier. Je vivais dans un état de siège permanent. Je me suis barricadée dans ma chambre et mon bureau. Je ne mangeais plus avec eux. J'ai installé un mini réfrigérateur dans ma chambre pour ne pas avoir à descendre dans la cuisine.
Je sortais de la maison le plus possible, passant mes soirées à la salle de sport ou à la bibliothèque, juste pour respirer un air qui n'était pas empoisonné par leur présence. J'étais épuisée. Le manque de sommeil, le stress constant, commençaient à m'affecter. Il y a eu des moments, au milieu de la nuit, où j'ai failli abandonner. Ouvrir ma porte et leur crier de prendre l'argent et de me laisser en paix. Le point de non-retour a été atteint une semaine après la confrontation. Je suis rentrée du travail, épuisée. J'ai trouvé la porte de ma chambre entr'ouverte, alors que j'étais certaine de l'avoir fermée. Sur mon lit, posée sur mon oreiller, se trouvait une brochure. La brochure d'un établissement psychiatrique de la région. C'était une déclaration de guerre totale. Il ne se cachait même plus. Il me disait, « Voilà où tu vas finir. » Une rage froide a envahi chaque cellule de mon corps. Ils avaient franchi la dernière limite. Ce n'était plus ma famille. C'étaient mes tortionnaires. J'ai pris la brochure. Je suis descendue. Ils étaient tous les trois dans le salon, me regardant avec un air de défi. Sans un mot, j'ai déchiré la brochure en tout petits morceaux que j'ai laissés tomber à leurs pieds. Puis, j'ai sorti mon téléphone. Maître Bernard ? C'est Apolline. Ils sont toujours là. Ils ont intensifié le harcèlement. Lancé la procédure. Le soir même, j'ai trouvé une vieille photo de moi enfant, glissée sous ma porte. Au dos, ma mère avait écrit « Tu as oublié qui nous sommes ». J'ai pris un marqueur et j'ai écrit en retour avant de la glisser dehors « Non. C'est vous qui avez oublié qui je suis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays ? La décision était prise. Le temps de la diplomatie, même froide, était révolu. Maître Bernard m'avait prévenu, une fois que nous lançons la procédure, il n'y a plus de retour en arrière possible. Êtes-vous prête ? J'étais plus que prête. J'étais déterminée. Le lendemain, il a déposé une requête en référé auprès du tribunal. La procédure était conçue pour les situations d'urgence, et il a argumenté que le harcèlement psychologique que je subissais et la tentative de spoliation constituaient une urgence manifeste. 2 jours plus tard, alors que je prenais mon petit déjeuner seul dans ma chambre, j'ai entendu la sonnette retentir. Pas un simple coup, mais une sonnerie longue, insistante. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une voiture de service garée devant la maison. Un homme en costume, une mallette à la main, se tenait sur le perron. Mon père est allé ouvrir, l'air agacé. J'ai collé mon oreille à la porte de ma chambre. « Monsieur Didier D ?» La voix de l'homme était forte, officielle. « C'est moi. Que voulez-vous ? Je suis maître Lefebvre, huissier de justice, mandaté par le tribunal de grande instance de Lyon. J'ai une ordonnance de justice à vous signifier. » Le mot « tribunal » a dû résonner comme un coup de tonnerre. J'ai imaginé le visage de mon père se décomposer. L'huissier ne lui a pas laissé le temps de répondre. Par ordonnance de référé en date d'hier, le juge a ordonné votre expulsion, ainsi que celle de Madame Martine D. et Mademoiselle Constance D. de cette propriété. Vous occupez les lieux sans droit ni titre et votre présence est jugée préjudiciable à la sécurité et à la santé de la propriétaire, Mademoiselle Apolline D. Un long silence a suivi. J'entendais ma mère qui s'approchait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous ne pouvez pas faire ça. La voix de l'huissier est restée de marbre. Madame, je ne fais qu'exécuter une décision de justice. Cette ordonnance est exécutoire sur le champ. Vous avez 24 heures pour rassembler vos effets personnels et quitter les lieux. Si vous refusez d'obtempérer, je reviendrai demain, accompagné des forces de l'ordre, et il sera procédé à votre expulsion forcée. Les frais de l'opération seront alors à votre charge. C'était la fin du jeu. Leur monde de manipulation et de chantage émotionnel venait de se heurter à la réalité brute de la loi. Leurs larmes, leurs souvenirs, leur statut de parents n'avaient aucun poids face à une ordonnance signée par un juge. L'huissier leur a tendu le document. Je vous conseille de ne pas opposer de résistance. Cela ne ferait qu'aggraver votre situation. Il a tourné les talons et est parti, les laissant sur le seuil, anéantis,
le papier officiel entre les mains. Ce qui a suivi n'a été qu'un balai silencieux et sinistre. Plus un cri, plus une plainte. Ils ont commencé à faire leurs valises dans une atmosphère de défaite totale. J'ai passé la journée enferrée dans mon bureau, écoutant les bruits de leur départ. Le bruit des cintres qui glissent dans une penderie, le roulement des roulettes d'une valise sur le parquet, le scotch qui scelle un carton. C'étaient les sons de ma libération. Tard dans la soirée, j'ai vu les phares d'un taxi illuminer l'allée. Ils ont chargé leurs affaires dans le coffre, dans une précipitation honteuse. Ils n'ont même pas essayé de me parler. En passant devant la fenêtre de mon bureau, ma mère a levé la tête. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde. Dans ses yeux, je n'ai vu ni tristesse ni remords. Seulement une haine froide et inextinguible. La portière du taxi a claqué. La voiture a démarré, ses feux arrière rouges disparaissant dans la nuit. La porte d'entrée était restée entr'ouverte. J'ai attendu un long moment avant de descendre. J'ai traversé le salon vide, j'ai fermé la porte à double tour. J'ai appuyé mon front contre le bois froid. La maison était silencieuse. Absolument silencieuse. Et pour la première fois, ce silence n'était pas le bruit du vide. C'était le son de la paix. Les jours qui ont suivi leur départ ont été une expérience surréaliste. La maison, soudainement si grande, si vide, résonnait de leur absence. C'était un silence bienvenu, mais aussi un silence assourdissant. Chaque pièce était un champ de mines de souvenirs. Je passais devant la chambre de mes parents et je sentais encore le parfum de ma mère. Je voyais la marque sur le tapis où le fauteuil de mon père avait reposé pendant des années. La maison était libérée de leur présence physique, mais pas de leur fantôme. Je me suis rendu compte que pour guérir, je devais quitter ce lieu. Il était imprégné de trop de douleurs, de trop de mensonges. La décision de vendre a été la première décision que j'ai prise en tant que femme véritablement libre. C'était un acte symbolique puissant. Je ne vendais pas seulement une propriété, je vendais un passé. L'agent immobilier a été surpris par ma hâte, mais il a fait un travail remarquable. En moins de 3 mois, la maison était vendue. Le jour de la signature finale, en tendant les clés au jeune couple heureux qui allait y construire sa propre histoire, j'ai senti un poids colossal se détacher de mes épaules. J'étais libre. J'ai utilisé une partie de l'argent pour m'installer dans un appartement lumineux et moderne sur les pentes de la Croix-Rousse. C'était plus petit, mais chaque centimètre carré m'appartenait, non seulement légalement, mais aussi spirituellement. Il n'y avait pas de passé, pas de fantôme, seulement une page blanche. J'ai passé des semaines à le décorer, choisissant chaque meuble, chaque couleur, avec un soin infini. C'était la première fois que je créais un espace qui ne reflétait que mes propres goûts, sans avoir à faire de compromis ou à penser au confort des autres. Cette reconstruction matérielle s'est accompagnée d'une reconstruction intérieure, bien plus ardue. J'ai réalisé à quel point leur influence m'avait isolée. J'avais sacrifié mes amitiés sur l'autel de mes responsabilités familiales. J'ai repris contact avec d'anciennes amies. Certaines ont été surprises, d'autres simplement heureuses de me retrouver. Manon, bien sûr, a été mon rock. Nos dîners n'étaient plus des séances de débriefing de crise, mais de vrais moments de partage et de rire. J'ai recommencé à vivre pour moi. J'ai investi du temps et de l'énergie dans ma propre personne. Je me suis inscrite à un cours de poterie, une ironie qui ne m'a pas échappé, pensant à l'échec de Constance à Bali. Mais contrairement à elle, je n'y cherchais pas la gloire, seulement le plaisir de créer quelque chose de mes propres mains. J'ai découvert une passion pour la randonnée. Chaque week-end, je partais explorer les sentiers des Monts d'Or, seule avec mes pensées. L'effort physique me vidait la tête, et la beauté de la nature me rappelait qu'il y avait un monde immense et magnifique en dehors des murs de mon ancien drame familial. Le chemin n'a pas été sans embûches. La solitude était parfois difficile à apprivoiser. Il y avait des soirées où le silence de mon appartement me pesait, où la tentation de céder à la tristesse était forte. J'ai commencé à consulter un thérapeute. C'est avec lui que j'ai mis des mots sur ce que j'avais vécu, abus de confiance, manipulation narcissique, dépendance affective. J'ai compris que mon besoin de leur approbation était la faille dans laquelle ils s'étaient engouffrés. J'ai appris à faire le deuil, non pas des personnes qu'ils étaient, mais de la famille que j'avais toujours espéré avoir.
C'était un deuil nécessaire pour pouvoir enfin avancer. Un après-midi, en triant une caisse de vieux papier, je suis retombée sur le petit enregistreur vocal. Je l'ai regardé longuement. Cet objet avait été le catalyseur de ma libération. J'ai retiré les piles, puis je les jeté dans un sac destiné aux déchets électroniques. Je n'avais plus besoin de réécouter la preuve de leur trahison. Ma nouvelle vie, la sérénité que je construisais jour après jour, était la seule preuve dont j'avais besoin. La preuve que j'avais survécu, et que j'étais en train de renaître de mes cendres. Une année s'est écoulée. Une année de transformation profonde. Mon nouvel appartement à la Croix-Rousse est devenu un véritable foyer, un lieu de paix rempli de plantes vertes, de livres et des rires de mes amis. Sur le plan professionnel, libéré du fardeau mental et financier que représentait ma famille, j'ai pu me consacrer entièrement à ma carrière. J'ai pris la tête d'un projet d'envergure, une mission complexe qui m'a passionné et m'a valu une promotion significative. Pour la première fois, je ne voyais pas mon salaire comme un moyen de subvenir aux besoins des autres, mais comme la juste récompense de mes compétences et de mon travail acharné. J'ai aussi réappris à faire confiance. J'ai rencontré quelqu'un, un architecte nommé Julien. Notre relation s'est construite lentement, sur des bases saines. Il était curieux de connaître mes rêves, mes peurs, mes passions. Il ne m'a jamais rien demandé d'autre que d'être moi-même. Quand je lui ai finalement raconté mon histoire, avec appréhension, il n'a pas montré de pitié, mais un profond respect pour la force dont j'avais fait preuve. Il a compris mon besoin d'indépendance et n'a jamais cherché à franchir les limites que j'avais mis tant de mal à ériger. J'ai eu des nouvelles sporadiques de ma famille, par une cousine éloignée avec qui j'avais gardé un contact poli. Le tableau n'était pas reluisant. Après avoir quitté ma maison, ils avaient loué un petit appartement dans une ville de province, bien loin du standing auquel ils s'étaient habitués. La réalité les avait rattrapés de plein fouet. Mon père avait dû renoncer à sa retraite dorée et avait trouvé un petit boulot de vendeur dans un magasin de bricolage pour boucler les fins de mois. Ma mère, pour maintenir une illusion de son ancien statut, vendait ses sacs à main et bijoux de luxe sur des plateformes en ligne. L'argent, leur dieu, leur faisait cruellement défaut. Quant à Constance, sa chute a été la plus spectaculaire. Privée de mes financements, tous ses projets se sont évaporés. Elle a tenté de vivre au crochet de ses amis, mais leur loyauté n'a pas résisté à l'absence de dîners et de week-ends payés par mois. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'elle travaillait comme hôtesse d'accueil, un poste qu'elle aurait jugé indigne d'elle un an auparavant. Son compte Instagram, autrefois une vitrine de luxe et d'oisiveté, était devenu inactif. En apprenant ces nouvelles, je n'ai ressenti aucune jubilation, aucune vengeance. Seulement une profonde et paisible indifférence. Leur vie ne me concernait plus. Ils avaient fait leur choix, semé le vent de la cupidité et de la trahison, et ils récoltaient maintenant la tempête de la médiocrité. Mon chemin était ailleurs. En regardant en arrière, je comprends la leçon fondamentale de cette épreuve. L'amour ne doit jamais être une excuse pour l'abus. La loyauté familiale ne doit jamais exiger le sacrifice de soi. J'ai appris que poser des limites claires n'est pas un acte de méchanceté, mais la plus haute forme de respect de soi. Mon véritable héritage n'était pas l'argent de mon grand-père. Mon véritable héritage, c'est cette résilience que j'ai découverte en moi, cette capacité à me reconstruire après la dévastation. Certains diront que j'ai perdu une famille. C'est vrai. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas perdre quelque chose qu'on n'a jamais vraiment possédé. Leur affection était conditionnelle, leur soutien une transaction. En les perdant, j'ai gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, moi-même. Ma liberté, ma paix d'esprit, et le droit de définir ma propre valeur. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de ce long et douloureux voyage. Votre écoute est un cadeau. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Quelle est la limite que vous ne laisseriez jamais personne franchir, même un parent, un frère ou une sœur? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires. Créons ensemble un espace de discussion et de soutien. Si mon histoire a trouvé un écho en vous, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir mon travail et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains récits. Surtout, prenez soin de vous et de vos limites. Elles sont précieuses.